Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annie Kaba, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sur cette chaîne, je valorise mon métier, je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent deux petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins. Je parle de l'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec deux petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur apporte dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es une femme brisée, complètement perdue, démotivée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu peux rien faire de bon et tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, amertume, aigreur, frustration, jalousie, euh, euh, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Parce qu'il y a quelques années, j'étais exactement comme toi, peut-être même pire. Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai reçu une éducation assez stricte, mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur, d'aller découvrir autre chose. J'ai commencé à faire de mauvais choix, et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ un peu plus de 13 ans, hein, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annick, il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas élever ton enfant dans un environnement aussi malsain, dans un environnement aussi tumultueux. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. J'ai recommencé à lire, j'écoute des livres audio, je suis les formations, j'écoute des conférences. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre justement d'atteindre mes objectifs. Euh, euh, Bien évidemment, j'ai associé tout cela à de la prière. Alors, si tu veux changer, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, sache que c'est tout à fait possible. Fixe-toi des objectifs, impose-toi une discipline et tu verras les changements qui vont survenir dans ta vie. Aujourd'hui, je vais parler de la condition sociale de, de mon peuple ou alors de certaines personnes de mon peuple en France. Depuis que je me suis lancée dans ce projet, je touche à certaines réalités, autant du côté des Africains que du côté des Occidentaux, on va dire. C'est-à-dire, quand je vais chez mes clients, quand je vais dans les foyers français, je découvre des choses qui sont un peu une sorte de désillusion pour moi parce que quand on voit certaines choses à la télé et quand on va sur le terrain, on est un peu surpris de découvrir certaines réalités. Et ça fait que c'est en train de déconstruire beaucoup de choses que euh, beaucoup d'idées que je m'étais faites ou beaucoup d'idées reçues. Je vais en parler dans d'autres vidéos, c'est pas l'objet aujourd'hui. Mais il y a aussi le côté de mon peuple, où pardon, je touche vraiment à une certaine misère, où je touche à une certaine précarité. Et j'avoue que c'est très déstabilisant. Et ça me fait beaucoup réfléchir. Je me pose énormément de questions. Ça me met parfois très mal à l'aise. Je vais essayer de vous situer le contexte pour que vous ayez une idée, parce que je me demande, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est quelque chose qui a été bien structuré pour que la hiérarchie soit toujours bien préservée, c'est-à-dire qu'il y ait toujours les pauvres, qu'il y ait toujours les personnes très précaires et qu'il y ait aussi des personnes qui soient vraiment au sommet, qui soient toujours là en train d'avoir besoin d'asservir les autres ou alors d'avoir la main d'œuvre qui sera toujours à leur disposition parce que je commence à penser que c'est le cas. Alors pour la petite histoire, j'avais fait une vidéo là-dessus où j'avais embauché une petite jeune, c'est comme ça que je l'appelle parce elle a 21 ans. Elle a 21 ans cette année, elle n'a même pas encore 21 ans, elle a 20 ans. Et j'avais fait une vidéo où je disais que j'étais satisfaite parce qu'elle avait bien travaillé. J'avais un peu des doutes parce que malheureusement, dans mon secteur d'activité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que faire le ménage, ça s'improvise, alors que c'est un métier qui nécessite un savoir-faire, un savoir-être, de l'expérience, des compétences. Bref, c'est vraiment un métier comme tous les autres métiers. Donc j'ai souvent ces difficultés-là où beaucoup de personnes me disent que oui, mais quand je leur demande est-ce que vous savez faire du ménage, ils me disent ouais, je fais le ménage chez moi depuis toujours, alors que faire le ménage chez soi, c'est pas comme aller faire le ménage chez les clients. Donc la petite, quand je lui ai posé les mêmes questions, elle m'a dit oui, je m'y connais. Bon, j'avais quand même des doutes.
Et donc, je l'ai amenée chez un client Airbnb. Je l'ai vu faire. Certes, elle est lente parce que c'est toujours le cas, mais bon, elle est soigneuse, elle travaille bien, elle est pointilleuse. Donc, j'ai fait une vidéo en disant que j'étais satisfaite plutôt. Mais je l'ai envoyée chez deux clientes et ça s'est mal passé. Pour que vous ayez une idée, elle est partie chez une cliente et la cliente lui a dit tout ce qui est dans le bac, dans le bac, dans la cuisine, dans l'évier, vous mettez tout ça dans le lave-vaisselle. Et dans le bac, la cliente, elle fait de la peinture à 6 heures. Donc il y avait ses pinceaux, parce qu'elle avait peint, il y avait ses pinceaux dans le bac. Et elle avait fait du chocolat à son fils, je sais pas, une sorte de mousse de chocolat ou la crème, je sais pas trop. Mais elle dit qu'il y avait un fouet euh, dans le bac et le moteur. Et ma salariée, je vais l'appeler Marie. Marie a pris tout ce qui était dans le... Il y avait également de la vaisselle. Elle a tout pris. Donc, elle a pris les pinceaux, elle a pris le fouet, elle a pris le moteur, elle a pris la vaisselle, elle a tout mis dans le lave-vaisselle. Elle a eu du mal à démarrer le lave-vaisselle. Bon, ça, c'est un peu normal hein, parce que moi aussi, j'en ai tellement vu à tellement de marques qu'on ne peut pas savoir démarrer tous les lave-vaisselle que l'on croise. Donc, elle a appelé pour lui dire qu'elle avait du mal. Bon, la cliente n'a pas vérifié, puisque cela tombait tellement sur le sens qu'elle avait enlevé le moteur. Sauf que non. Marie a fait que la cliente lance le moteur à l'intérieur, donc, du lave-vaisselle. Et ce qui s'est passé, c'est que le moteur, bah, il était foutu. Donc, la cliente n'était pas du tout satisfaite. Non seulement j'ai fait un geste commercial à la cliente d'une heure, mais en plus de ça, la cliente m'a dit, moi, quand j'ai acheté mon fouet, euh, il m'a coûté 25 euros. Et là, maintenant, j'ai regardé les prix. Il est presque à 40 euros. J'ai besoin que vous me remboursiez. Donc, on lui a aussi également remboursé bah, son fouet. Donc, il y a eu cet incident-là. Elle est partie chez une autre cliente où elle a été très lente. En 3 heures, elle n'a pas pu terminer. Et puis, elle a utilisé un mauvais produit. Et là, je me suis dit, elle a utilisé en fait un produit, le produit avec lequel on nettoie le carrelage dans les carreaux pour le sol. Elle a utilisé le même produit pour le parquet. Donc, la cliente n'était pas du tout contente. Et c'est vrai que c'est pas normal. Ça se fait pas. Chaque produit est bien défini pour un type de sol. Et donc là, j'ai compris que elle avait vraiment besoin d'apprendre. Et je lui ai dit, OK, je vais plus t'envoyer chez les clientes. Je vais t'envoyer maintenant, tu n'iras que dans les appartements meublés comme ça. Même si tu es lente, le client ne sera pas là pour voir que tu es lente. Ça ne va pas exaspérer le client parce que la cliente m'a dit, ouais, en plus elle a fait 3 heures, elle a dû faire 4 heures. Moi, j'avais des choses prévues. Et même le fait qu'elle ait fait 4 heures, elle n'a pas pu finir. Donc, je lui ai vraiment dit, OK, comme ça, enfin, moi, je vais préserver mes clients de ces désagréments-là et elle aussi parce que c'est frustrant. Donc, depuis tout ce temps, on fonctionnait comme ça. Elle allait dans les appartements meublés. Sauf que j'ai une nouvelle cliente qui a son appartement et puis un appartement meublé. Donc, samedi dernier, c'est vraiment sur la même rue, hein, les deux appartements. Donc, je l'ai missionné samedi. Elle est arrivée en retard de 40 minutes. J'en ai parlé dans une vidéo où samedi, j'ai dû aller travailler parce que comme elle est arrivée en retard, elle avait d'autres missions en journée. Donc forcément, elle ne pouvait plus aller et donc j'ai dû aller travailler à sa place. Et bien évidemment, la cliente aussi n'était pas contente. Elle a râlé. Elle me dit, vous vous rendez compte, elle arrive avec 40 minutes de retard. En fait, la graisse de la clientèle est un peu difficile à trouver parce que moi-même, quand je me suis rendue là-bas pour aller prendre les clés de son appartement Airbnb, sur le GPS, c'était un peu, j'avais un peu du mal. Sauf que, bah, enfin, j'ai un peu de la dedans, j'ai vite compris ce qui se passait et moi j'ai trouvé une solution. Sauf qu'elle, non, elle a tourné en rond. Elle ne m'a pas prévenu. Il a fallu que ce soit la cliente qui me prévienne pour que je l'appelle et qu'on essaye de trouver une solution. La cliente a dû sortir dans la rue, enfin, dans la rue pour aller la chercher parce qu'elle disait que je trouve pas, je trouve pas. Donc, j'ai dit, OK, là, on va vraiment limiter les dégâts. Bref, elle a reçu sa fiche de paye. Et là, elle n'est pas contente parce que elle m'appelle, il était 23 heures passées, j'ai pas pris le téléphone. Elle commence à m'envoyer des messages, elle m'envoie des messages, elle me dit que ouais, je suis pas contente parce que la paye que j'ai reçue ne me convient pas. J'ai travaillé tout le mois et c'est tout ce que j'ai reçu. Je me dis, mais attends, enfin, j'ai pas répondu. Donc, le lendemain, elle me dit, je vais démissionner, je démissionne. Elle met des points d'interrogation, je comprends même pas ce qu'elle raconte parce que parfois elle écrit, je comprends même pas. Et et en plus, après, il me dit, je vais pas aller à la mission demain. Il me dit, OK. Donc,
Moi, je missionne une autre salariée et j'ai fait tout ça. Il était 23 heures passées. Il fallait que je trouve rapidement une solution parce que il fallait aller chez cette cliente-là, la cliente chez qui elle était samedi. Il fallait aller chez elle le lendemain pour aller dans son appartement Airbnb. Et il faut le faire parce que quand c'est un appartement meublé, les voyageurs arrivent. Donc, il faut absolument faire. On ne peut pas annuler la mission. Donc, la petite, elle m'a dit la veille qu'elle n'irait pas. Donc, moi, j'ai missionné quelqu'un d'autre. Sauf qu'elle s'est quand même pointée chez la cliente. Elle appelle, puisque moi, je lui avais déjà envoyé la mission. Donc, elle avait les informations. Elle se pointe chez la cliente. Elle appelle la cliente. Elle lui dit, bah, je suis devant l'appartement. Je n'ai pas les clés. Qu'est-ce que je fais? La cliente est exaspérée. Elle m'appelle. Elle me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'avoir une de vos salariés qui m'a appelé pour me dire que elle aura un retard de 15 minutes parce qu'elle a un souci de cran. Et il y a l'autre mari qui m'appelle, qui me dit qu'elle est là. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et là, je suis furax. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui. Donc, j'explique à la cliente un peu en lui disant que moi non plus, je ne comprends pas ce qui se passe avec cette petite. Heureusement que la cliente, ben, c'est une dame de ma communauté, donc elle est un peu plus, enfin, elle est un peu plus compréhensible parce que vous faites ça à une autre, enfin, une personne qui n'est pas de notre communauté, ça va tout de suite, elle va se fâcher parce que voilà, eux, ils sont pas toujours tolérants que nous. Donc, la cliente comprend, elle me dit, mais vous savez, madame, cette petite-là, elle est bien gentille, elle est bien si, mais elle commence sérieusement à me poser problème. Elle m'a interrompu, moi j'étais en train de travailler. Je me suis excusée et bien sûr, il a encore fallu que je fasse un geste commercial à cette cliente-là pour la calmer. Donc, ça commençait à faire énormément, beaucoup. Elle n'a pas arrêté de m'appeler toute la journée. Elle m'appelle, moi j'étais en train de travailler chez le client dans sa. Je vous raconte les histoires, c'était hier, dans mardi. Et mardi, je vais chez un client, je fais 5 heures parce que je suis en train de remplacer en attendant que je trouve une salariée là-bas. Donc, il faut que j'embauche une salariée parce que celle qui. J'ai missionné deux salariés là-bas et elles avaient des problèmes de retard. Donc, parce que la zone n'est pas très bien desservie. Donc, il a fallu que je reprenne le relais en attendant de trouver une personne qui habite dans la zone. Donc, toute la journée, je travaille. En plus, je dois gérer autre chose. La petite, elle m'appelle, elle m'appelle. Tout ça a fait que vers 18h30, quand j'ai terminé la journée plus ou moins, je l'appelle et bien évidemment, elle m'avait déjà encore harcelé. Je demande, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Oui, tu as dit que tu allais m'appeler, tu m'as pas appelé. Je lui dis, mais je vous ai dit que j'allais vous appeler quand j'aurai le temps. Donc, si vous essayez de me joindre et vous vous rendez compte que je ne décroche pas, vous devez quand même vous dire que je n'ai pas le temps, je ne suis pas disponible. Donc là, je lui remonte les bretelles, je lui dis, écoutez, je ne suis pas votre copine, vous ne m'appelez pas à 23 heures pour me dire ce genre de choses, m'envoyer des messages. Et là, je lui explique que c'est vrai que vous avez travaillé tout le mois, mais on vous paye en fonction de vos heures de travail. Et là, puisque vous n'allez que chez les clients Airbnb, et chez deux clientes aussi où ça se passe bien, parce que c'est des jeunes dont elles s'en foutent un peu, elles ne sont pas très exigeantes. Donc, je lui dis que on vous paye qu'en fonction de vos heures travaillées. Pour elle, c'était, comme elle a travaillé tout le mois, il fallait qu'elle ait un salaire un salaire plein, on va dire ça comme ça, un salaire complet. Et il a fallu donc que je lui explique déjà ça. Et à un moment, j'ai essayé de regrouper tout ça, tous ces petits détails, tous ces éléments que j'essaie de vous expliquer là. Je me suis dit, il y a certainement quelque chose qui ne va pas avec ces petits. Et donc, elle est devenue mais toute docile. Elle dit, oui, ok, j'ai compris. Je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je laisse moi ma casquette d'employeur de côté et je prends ma casquette d'accompagnatrice, de coach, de tout ce que vous voulez, de vraiment ce côté humain là. Et je commence à lui poser des questions. Je lui pose des questions et là, c'était la douche froide. Et c'est pour ça que je parle de l'intitulé de cette vidéo. Je dis la précarité de mon peuple, de certains Africains ici, parce que je vous assure, plus ça va, plus je découvre des choses et puis ça me fait très mal. Ça me fait très mal parce que quand je vois ce qui se passe dans notre continent, ce qui est en train de se passer par exemple actuellement au Sénégal où on ne sait même pas où on va, quand on a espoir, parce que moi, le Sénégal, c'est mon autre pays parce que je suis sénégalo-camerounaise. Et quand je vois ce qui est en train de se passer dans mon deuxième pays, je me dis, alors que c'est un pays, j'étais tellement fière de ce pays-là, je me disais, en termes de démocratie, c'est la référence. Et quand on voit ce qui est en train de se passer là-bas, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a espoir qu'on est en train de sortir, on est en train de voir le bout du tunnel, il y a une situation qui se présente et qui nous ramène à des années en arrière. Et tout ça me fait mal parce que quand je vois comment certains Africains, comment certains Noirs vivent dans une précarité ici, je suis très loin de rouler sur l'or, mais honnêtement. Alors la petite, elle a arrêté l'école en classe de quatrième. Son papa est polygame.
J'ai essayé de... Déjà, elle parle, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle me raconte. Et quand j'ai essayé de voir son CV, elle n'a jamais tenu 2 mois dans une boîte. Donc moi, je suis vraiment dans le social où j'essaie de l'accompagner, où j'essaie de l'aider pour qu'elle s'insère parce que sa situation me fait tellement mal. Et le problème, c'est que non seulement elle-même, elle n'est pas consciente de ce qui se passe, mais personne autour d'elle n'est là pour l'encadrer. C'est vraiment... J'essaie de parler avec elle, elle me dit, oui, maman a fait des études en Côte d'Ivoire, elle a fait des études de médecine avec un français approximatif. J'essaie de comprendre ce qu'elle me dit. Ensuite, je lui dis, maman, ou elle me dit, oui, maman est rentrée parce que sa mère, donc sa grand-mère, a eu un problème et sa maman a dû rentrer pour aller s'occuper de sa mère, donc de la grand-mère de Marie. Et ok, je lui dis, bon, ton père est où? Elle me dit, mon papa est là. C'est sa deuxième femme qui m'a fait sortir parce qu'avant, maman vivait à la maison. Et quand maman est partie, papa en a eu marre de rester seul et il a fait venir sa deuxième femme. Et la deuxième femme a 4 enfants. La maison n'a que 3 chambres. Et la deuxième femme estime que Marie est déjà assez, elle est déjà vieille, voilà, elle est déjà mature, elle est déjà, elle a déjà atteint la majorité. Donc, il faut qu'elle aille trouver, elle aille trouver un logement. Donc, on l'a mise à la porte. Aujourd'hui, Marie est en train de squatter chez une copine et qui peut la mettre à la porte à tout moment. Et voilà la situation de la petite. Et elle me dit qu'elle est asthmatique. Elle me dit des trucs que je ne comprends même pas. Elle me dit qu'on doit lui faire une transfusion sanguine, qu'on doit lui faire une dialyse. Mais je suis complètement perdue. Je me dis, mais dans quoi je me suis fouillée? En même temps, ça m'inquiète parce que je me dis, si elle a des sérieux problèmes de santé, il faut que je sache parce que elle veut travailler, parce elle va avoir beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a d'ailleurs frustré. Donc elle veut avoir un salaire assez important pour pouvoir aller louer un studio ou un appartement. Et elle n'est même pas consciente qu'elle ne peut rien avoir à Paris avec le salaire qu'elle a. Même si elle a 2 000 euros, ça risque quand même d'être très juste pour avoir un studio sur Paris. Elle ne comprend même pas ça. Et quand je creusais, elle me dit qu'elle est arrivée en France à 12 ans, donc là, elle a 20 ans, et ça fait quand même 6 ans qu'elle est là, mais je vous assure, elle est complètement mais larguée. Et elle me parle de transfusion sanguine, de dialyse, de rhumatisme, de asthme, Ok, bon. Je lui demande, ta sœur, elle me dit que sa sœur est euh, assistante pour personnes âgées et elle est quelque part avec son copain. Je lui dis, ok. Puisqu'elle m'a dit que sa maman a fait médecine, je me dis, ok. Bon, je vais pouvoir échanger avec sa maman pour comprendre quels sont les antécédents de santé de sa fille. Mais sauf que c'était la douche froide encore. Déjà, j'ai essayé d'avoir sa maman depuis hier soir. J'ai pas pu la voir. Ok. Je crois qu'elle est dans un village, donc il y a un problème de réseau parce que pour la voir, c'est très difficile. Aujourd'hui, donc, j'ai pu la voir après avoir plusieurs fois essayé. Je tombe sur je crois que c'est son frère, et le monsieur, je lui parle, il comprend pas français, ok, donc il me demande, j'essaie de lui expliquer que je suis l'employeur de sa sœur, je lui donne le nom de sa sœur, il a parlé je n'ai même pas compris, il m'a dit Bambara. Enfin, c'est plus tard que j'ai su que c'était du Bambara, parce qu'il a raccroché le téléphone. J'écris, et je relance l'appel, on va dire, au bout de 15 minutes, et là, une dame décroche. Je dis Dieu merci, je commence à parler à la dame, je me présente, je parle pendant environ 10 minutes et après, elle ne faisait que dire un. Donc, puisque je suis déjà un peu habituée, je savais bien que sa santé commençait à sentir le roussi, mais bon, j'avais quand même espoir puisque sa fille m'a dit qu'elle a fait des études de médecine. Et pour finir, après avoir parlé pendant environ 10 minutes, la dame, elle va me dire, mais vraiment en français, mais que j'ai eu du mal à comprendre, elle me dit limite, est-ce que tu ne parles pas bambara? Alors là, j'étais catastrophée. Donc, l'histoire, c'est que la maman de la petite, elle ne comprend pas français, donc je suppose qu'elle n'a jamais été scolarisée. La petite se retrouve dans cette situation-là alors qu'elle a encore besoin qu'on l'accompagne, qu'elle a encore besoin qu'on l'encadre, parce que oui, même si à 20 ans, elle a déjà atteint la majorité, il y a des enfants qui avancent plus vite que d'autres. Donc, si elle a encore besoin qu'on l'encadre, elle a encore besoin qu'on la soutienne, comment ça se fait qu'elle se retrouve dans la rue comme ça, après avoir laissé les études en classe de quatrième, dont elle n'a même pas le brevet? Parce que moi, je me disais, au pire des cas, si elle a son brevet au moins, je peux l'orienter pour qu'elle suive une formation. Comme ça va l'éviter Parce que le travail de minage, c'est quand même physique. Et puisqu'elle veut gagner plus, donc je me disais, ok, je vais peut-être l'orienter pour qu'elle fasse une formation où elle va moins dépenser physiquement. Et là, je découvre qu'elle n'a même pas le brevet. Et quand je demande
pourquoi vous avez arrêté l'école? Elle me dit, ouais, parce que je voulais. C'est-à-dire qu'elle est dans une inconscience, elle ne comprend même pas ce qui se passe. Et moi, je vois tout ça, je suis de plus en plus confrontée à ce genre de situation où j'ai des personnes de ma communauté, mais tu te dis, mais c'est quoi le problème? C'est-à-dire des gens, ils, ils sont là depuis 20 ans. J'ai eu affaire à une comme ça faisait 20 ans qu'elle était en France, elle ne savait ni lire ni écrire. Elle avait 6 enfants, elle était arrivée ici à l'âge de 17 ans parce qu'on est allé l'épouser et puis elle est venue rejoindre son mari par regroupement familial et tout de suite elle a commencé à enchaîner des enfants et après son mari l'a laissé, il est retourné au pays pour aller rejoindre une autre femme et elle est restée ici avec les 6 enfants et l'aîné, quand j'ai essayé de parler, l'aîné il avait 21 ans, il travaille déjà, il est chauffeur-livreur. Je n'ai rien contre les chauffeurs-livreurs, bien sûr, mais c'est vraiment, c'est la configuration de tout ça. C'est-à-dire que dans une telle configuration, pour pouvoir avoir une personne qui va s'élever socialement, ça va être très difficile. Ça va toujours être la médiocrité, ça va être la précarité. Tu as l'impression que dans tout cet environnement, il n'y a personne qui comprend ce qui se passe, qui comprend la gravité de la situation. J'ai par exemple eu un, j'ai dû me séparer de lui parce qu'en plus des problèmes d'hygiène, tous les clients se plaignaient. Il a fait la même chose, il est allé se marier. J'ai vu sur son profil la photo de son épouse, c'est une gamine, je ne sais même pas si elle a 17 ans. Et je vois ça, et un jour il m'annonce fièrement qu'il vient d'avoir un enfant. Et à chaque fois que je regarde la photo de son bébé, parce que la petite, elle doit déjà avoir vers les 9 mois par là, à chaque fois que je vois la photo de cette petite, je vous avoue que j'ai mal au cœur parce que je sais déjà ce qu'il attend. Elle a un père qui parle à peine français. Elle a une mère qu'on est allé chercher qui est arrivée ici, qui a tout de suite commencé à accoucher. Donc, ça veut dire qu'elle aussi, scolarité, machin, c'est pas son problème. Après cet enfant, elle va en accoucher d'autres. Elle va pas penser à s'insérer socialement. Et je vois cette petite, je la regarde, je me dis, qu'est-ce qui t'attend, pauvre petite? Est-ce que j'ai l'impression que son avenir en fait est déjà sacrifié et ça me fait mal. Ça me fait mal quand je vois des Africains se retrouver ici en France à vivre dans cette précarité, à vivre dans... Ça me fait mal et je voulais parler de ça. Je voulais parler de ça pour partager ça. Parce que parfois, je sais pas, j'ai pas envie de garder ça pour moi parce que ça me fait très mal et je sais pas comment je peux aider cette petite. Je lui ai dit de s'approcher d'une assistante sociale, de lui expliquer la situation. Il y a des foyers ici, des centres où on accueille des jeunes de moins de 25 ans. On essaye de les accompagner pour qu'ils s'insèrent dans la société. Je lui ai dit de me tenir au courant. Je ne sais pas ce que je peux faire pour elle, je ne sais pas. Et cette petite, je vous assure, elle est quand même naturalisée française. Donc là, on ne parle pas son père est naturalisé français, donc elle est naturalisée française. Et je ne sais pas, ça me fait mal, je me pose des questions. Et comme je vous dis, ça c'est vraiment un cas isolé parce que des cas comme ça, j'en ai déjà eu plusieurs. J'ai eu une autre, pareil, elle c'était 8 enfants, elle aussi c'était la même configuration. Elle aussi elle est arrivée, elle ne savait ni lire ni écrire, pareil, c'était la même chose. Elle arrivait tout le temps en retard chez des clients et il fallait parfois qu'elle m'appelle pour que ce soit moi qui l'indique comment faire pour arriver. Et tu lui parles, elle ne comprend absolument rien de ce que tu lui dis pour parler français. C'est un sérieux problème, mais elle te dit qu'elle a déjà fait 20 ans en France et tu te dis, mais tu as fait 20 ans en France, comment ça se fait que tu ne saches même pas parler? Il peut arriver qu'on ne sache pas lire, qu'on ne sache pas écrire une langue, mais qu'on sache au moins la parler. Mais après, au bout de 20 ans, au bout de 15 ans dans un pays, que tu ne saches même pas parler une langue, que tu ne puisses pas te faire comprendre, je sais pas, c'est un problème. Alors, je sais pas, je me suis demandé, est-ce que c'est quelque chose, parce que ces personnes-là, généralement, vous allez voir, ils ont facilement des appartements, ils ont facilement des aides, ils ont facilement des papiers, très facilement, et je me demande, est-ce que c'est un système qui est bien organisé pour que il y ait toujours une classe ou une couche de personnes qui sera toujours disponible à servir les autres et leurs enfants vont aussi à leur tour servir les enfants des autres et ainsi de suite et ainsi de suite parce que moi je comprends pas ça. Et nos dirigeants, est-ce qu'ils sont au courant de ça que il y a leurs citoyens ou leurs concitoyens ou leurs compatriotes qui se retrouvent en train d'être dans de telles configurations en France? Je sais pas. Je sais pas. C'est une misère sociale, c'est une misère intellectuelle, c'est une misère morale, c'est des gens qui sont complètement déconnectés des réalités et
C'est-à-dire, elle me dit avec une telle aisance, je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte, le nom d'emprunt, Marie, que avec votre niveau, vous êtes mal barré en France. Et je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que moi, je suis vraiment en train de prendre le temps de vous accompagner. Aucun autre employeur ne va prendre cette peine de vous écouter, de vous poser des questions sur votre vie. Et je lui ai dit que si je le fais, ce n'est pas parce qu'il me manque payer des salariés. Je peux embaucher des salariés à tout moment. Mais si je suis vraiment là en train de vous accompagner, c'est parce que je me soucie pour vous. J'ai de la peine pour vous de vous voir comme ça. Imaginez si cette petite tombe maintenant entre les mains d'un pervers, de quelqu'un de mal intentionné. Ça va être des abus, ça va être des enfants aussi qu'elle va commencer à faire et l'avenir de ces enfants aussi qui est hypothéqué. Je vais chuter en disant que cette maman, la deuxième femme de son père, elle aurait pu au moins lui dire, ok, je te donne un délai puisque tu as commencé à travailler. Je te laisse jusqu'à la fin de l'année pour que tu puisses t'organiser pour le temps même de trouver un truc, je sais pas, un studio, une chambre en colocation. Je te laisse le temps. Tu pourras dormir, je sais pas, sur le canapé ou quelque part, même dans la cuisine, mais au moins que tu aies un abri. Est-ce qu'elle, avec le cœur de maman, elle ne pouvait pas accompagner cette jeune fille pour qu'elle puisse s'insérer dans la société? Et je vous assure, elle, je sais même pas si elle fait 50 kilos. Elle est toute frêle, elle est toute petite. Elle doit faire quoi, genre 1,55 m, mais vraiment, et je sais pas, dans sa tête, elle doit avoir, je sais pas, dans sa tête, elle a peut-être 10 ans. Et encore. Et comme je vous dis souvent, la clé se trouve entre les mains des femmes. Parce que cette femme-là qui vient faire sortir cette petite, ou même encore la maman de la petite qui se retrouve dans le pays, qui, je lui raconte des trucs qu'elle comprend même pas ce que je lui raconte. Bien évidemment, la communication s'est coupée. Et elle ne s'est pas gênée depuis tout ce temps. Je l'ai appelée, c'était aux environs de 11 heures. Depuis tout ce temps, elle n'a pu essayer de me joindre pour essayer de connaître la situation ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est limite, ouais, ma fille, elle est en France, machin. Et peut-être même qu'elle lui met déjà la pression pour qu'elle lui envoie les sous. Et comme je vous dis souvent, je le dis dans mes vidéos, moi je vous dis, c'est les femmes qui bâtissent, c'est les femmes qui détruisent. Donc, elles ont les clés entre leurs mains. Et je vous dis toujours que quand vous allez dans une famille, si vous trouvez des conflits dans une famille, si vous creusez, vous allez voir qu'il y a toujours les femmes derrière. Il y a toujours une femme ou des femmes qui tirent les ficelles parce que cette petite-là, elle se retrouve dans la rue aujourd'hui parce qu'il y a une femme qui a dit, j'en ai marre, il n'y a plus assez d'espace ici, sort. Et le papa aussi, qui bien évidemment est déjà à la retraite parce qu'elle m'a dit que son papa est déjà à la retraite. Et j'ai déjà ma petite idée sur le profil de son père parce que un papa qui est quand même censé, au moins il aurait dit, ok, laisse au moins que ma fille ait le temps de se trouver quelque chose. Il aurait proposé un accompagnement à sa fille. Cette fille, elle a encore besoin d'être encadrée. Mais j'ai déjà ma petite idée sur le profil du papa qui voilà déjà en retraite. Euh, certainement, il allait chercher des jeunes femmes au pays. Bref, ça me fait très mal de voir ça. Euh, je vous assure, notre peuple, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas comment ça va s'arranger. Et ce qui me fait mal aussi, c'est que notre peuple, on ne veut pas comprendre ce qui se passe. On ne veut pas comprendre qu'il faut qu'on soit fort, qu'il faut qu'on s'unisse, qu'il faut qu'on fasse les choses pour que cette situation change. Parce que quand je vois autant de noirs entre ceux qui dorment dans la rue là-bas, à côté du périphérique, ceux qui meurent dans la Méditerranée, ceux qui viennent vivre dans cette précarité, qui parfois laissent tout en espérant venir vivre dans les meilleures conditions ici et se retrouvent en train d'être plongés dans ce que j'essaie de vous décrire là. Honnêtement, ça me fait très mal parce que je suis directement confrontée à cette réalité-là. Ce n'est pas des choses que je voyais souvent à la télé ou que je voyais dans les reportages ou sur des directs sur Facebook. Je suis vraiment confrontée à cette réalité-là. Et croyez-moi, ça fait mal, ça fait réfléchir, ça m'amène à me poser des questions. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je sais pas, je sais pas. Merci pour ceux qui m'accompagnent dans ce projet. Comme je vous le dis, hein, c'est un lourd projet. Mais je vais pas baisser les bras. Je vais pas baisser les bras. Je vais pas laisser tomber cette petite. Je vais l'accompagner du mieux que je peux. Tout comme j'ai commencé à proposer des cours de français à une autre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.